Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Roger Andjalandi, coordonnateur en Europe de la majorité présidentielle, m'a rejoint. Merci à vous de m'avoir rejoint, le ministre Kokaté, resté avec moi, de même que Maciel Pabandji, président de Wandana, c'est Wandara plutôt, une organisation de la société civile centrafricaine. Merci à vous. À l'évidence, les forces armées centrafricaines ne sont pas aujourd'hui en mesure de désarmer par la force les groupes qui sévissent en Centrafrique. Les regards sont donc tournés vers la MINUSCA, composée aujourd'hui de 13 728 membres, dont 10 246 militaires. Mais jusqu'où peut-elle aller? Peut-elle et doit-elle désarmer par la force les groupes armés qui sévissent en Centrafrique? Nous avons posé la question à son porte-parole, le Cap-Verdien Vladimir Monteiro. On l'écoute, on en parle après. Nous utilisons les deux moyens. Lorsqu'il faut utiliser la force, nous l'utilisons. Nous l'avons fait récemment à Pawa. Lorsqu'il s'agit de promouvoir, d'encourager le dialogue, nous le faisons. C'est ce que nous sommes en train de faire à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, où, grâce à l'intervention de la plateforme religieuse anti-Balaka et réfugiés et déplacés musulmans, ont signé un accord de paix. Donc nous sommes dans ces deux logiques et nous allons procéder de la sorte, mais nous répétons, la solution, elle est politique, la solution passe par le dialogue, un dialogue inclusif avec des efforts de tout le monde. Alors, Monsieur Pabandji, la situation centrafricaine aujourd'hui nous plonge dans une sorte de labyrinthe intellectuel et politique. Le gouvernement, au nom des victimes, veut juger les criminels, n'a pas les moyens de les désarmer. On demande aux groupes armés de venir volontairement désarmer, donc d'adhérer au programme DDR, alors qu'on n'a pas l'armée qu'il faut, l'effectif qu'il faut, l'équipement qu'il faut pour les désarmer par la force. La MINUSCA dit, nous ne pouvons pas les désarmer, la solution, elle est politique. Comment fait-on pour s'en sortir ? Merci. Il y a trois choses fondamentales dans ce que nous devons comprendre de la situation en République centrafricaine. Sachez déjà que la culture centrafricaine elle-même, quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qui vient pour séparer deux combattants, la personne vient comme une maman, la personne vient, c'est pour séparer sans pour autant combattre, on écarte en fait les deux belligérants. Ça, c'est d'abord la culture centrafricaine. Lorsque la MINUSCA avait été annoncée pour aller en Centrafrique dès 2014, c'était la pensée, la mentalité même des Centrafricains, c'était qu'eux, ils venaient se mettre en interposition, puisque la première mission, c'était Sangaris pour désarmer les groupes rebelles. Le désarmement a eu lieu, mais malheureusement, les chefs rebelles n'avaient pas été protégés et il y avait le lynchage automatique qui se faisait et qui a organisé, qui a orchestré en fait le déplacement massif de la population. Ça, c'est d'abord la première chose. Deuxième chose que je voulais porter ici, c'est que nous mélangeons ou nous revenons en fait dans les mêmes erreurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, il y a eu l'accord de Citre, l'accord de Libreville, l'accord de Brazzaville, il y a beaucoup d'accords. Oui. Les accords, l'accord de Rome. Accord de Rome 1, Rome 2, je me permets encore. Oui. Mais à quoi servent ces accords en général? Ces accords, c'est souvent entre les groupes armés et les politiques. La solution qui avait été proposée et qui malheureusement a été négligée, premièrement, moi j'ai travaillé au ministère de la Communication à l'époque, il y avait eu j'étais conseiller en communication du ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale, il y avait eu ce qu'on appelle la stratégie nationale de la communication. Ça servait à quoi? Il y avait trois niveaux. Niveau supérieur, c'était le dialogue entre politique, groupes armés. Le deuxième niveau, la justice au milieu, et en bas, la réconciliation nationale. Aujourd'hui, la solution qui sied mieux à la République centrafricaine est celle de la justice beaucoup plus transitionnelle. Parce que la réalité est qu'il n'y a pas de prison. On a mis très rapidement, c'est-à-dire le problème chez nous, on met toujours les charrues avant les bœufs. Je finis mon raisonnement. Oui. On a mis la Cour pénale spéciale en place sans moyens réels, sans police. On parle de DDR alors qu'aujourd'hui les gens sont totalement armés, les gens continuent de tuer. On parle de DDR. Il faut d'abord commencer même par un cessez-le-feu définitif. Il y a eu cessation des hostilités à Brazzaville. Est-ce que ça a été suivi? Non. La question aujourd'hui, c'est de parler d'un cessez-le-feu définitif de 1. Ensuite, maintenant, mettre en place ce dialogue-là, mais pas seulement comme le prononce l'Union africaine, groupes armés pouvoir, non. Mettre aussi en exergue, nous, de la société civile, pour discuter, parce que c'est la population, et ensuite parler maintenant de la justice transitionnelle qui a dans votre exposé, il y a un élément qui
qui pose problème de cohérence. Comment vous voulez dialoguer dans un environnement où les gens sont lourdement armés, justement, les gens qui ne sont pas investis de la force publique? Je viens de le dire, Mais comment fait-on? J'ai parlé, la première des choses, même avant toute chose, c'est le cessez-le-feu définitif. Mais qui l'impose? On l'impose. Justement, qui l'impose à qui? Mais le corte de cette communauté internationale, la MINUSCA, l'Union africaine, le CAC, la CEMAC, tout ce monde, on doit d'abord commencer par là. Nous parlons de dialogue alors qu'il n'y a même pas de cessez-le-feu. Mais vous savez qu'il y a ce qui se dit à Addis Abeba et puis il y a la réalité en Centrafrique, à Bangui, à Bangassou, vous voyez? D'où l'urgence, justement, de refaire en fait les choses d'une manière beaucoup plus différente. Les dialogues politiques, tout ça, on a vu, ça n'a jamais rien donné. C'est vrai. Donc aujourd'hui, nous devons transformer avec une autre méthode qui a marché en Bolivie, en Afrique du Sud, la justice transitionnelle, mais déjà, c'est le fait définitif. Première chose, parce qu'on a mis des gens, je finis, on a mis des gens dans le gouvernement, on a mis des groupes armés, mais à chaque fois, en fait, les groupes armés sont en tant que tels des pondeurs de militaires, parce qu'on prend leurs éléments, on les met dans les FACA, en même temps, quelques jours après, ils font les revendications, on les met dans le gouvernement, ils font les mêmes revendications. À un moment donné, il faut arrêter, puisqu'on n'a pas la force pour les désarmer de force. Même la MINUSCA n'arrive pas. Le cas du kilomètre 5 que vous venez d'évoquer en dit long. Alors, ce qu'il faut que vous nous expliquiez très rapidement, c'est à partir du moment où on n'a pas la force nécessaire pour désarmer par la force ces groupes armés, et qu'on prône en même temps l'impunité, c'est-à-dire qu'il y a au sein de ces groupes des gens qui se sont rendus coupables de crimes et de crimes atroces qu'il faut juger. Monteiro vient de nous le dire, la solution centrafrique, elle est politique. N'attendez pas, en substance, en filigrane, qu'on n'attende pas de la MINUSCA qu'elle se substitue à l'armée nationale pour désarmer les groupes armés. Vous faites quoi? Non, écoutez, l'impératif, oui. D'abord, ça permet un peu de sortir de schéma un peu idyllique là, de la société civile qui a développé un brassage un peu très rapide. Mais moi, je crois que l'impératif reste le même. C'est la sécurité. Aujourd'hui, il y a une perspective. Il y a 2 bataillons qui sont opérationnels, qui a fait la démonstration au nord du pays, qui a fait la démonstration il n'y a pas bien très longtemps au kilomètre 5, de manière conjointe avec la MINUSCA. Aujourd'hui, la perspective consisterait simplement à multiplier, j'allais dire, la cadence de la formation. Parce que c'est ça la question, la problématique, c'est ça, la perspective. Pendant ce temps, toute perspective. Pendant ce temps, on fait quoi? Mais pendant ce temps, vous voulez qu'on désarme demain? Non, après-demain, je dis que je donne une perspective. Oui. Dans tous les cas, nous allons sortir de cette situation sécuritaire. Ça veut dire qu'on sort comment? Avec les moyens. Aujourd'hui, il y a une perspective, c'est celle que je vous donne, et qui consiste aujourd'hui, nous avons 2 bataillons. Nous devons aujourd'hui, avec la diplomatie, essayer de faire de sorte qu'on puisse multiplier les cadences de formation, qu'on puisse arriver très rapidement à 10 bataillons, et permettre donc au pays de monter des opérations conjointes avec la MINUSCA. Parce que tout se peut se faire de manière parallèle. Donc vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui la situation est bloquée, il va falloir qu'on rentre dans un schéma idyllique. Non, pas du tout. La question c'est que tout avance aujourd'hui. Et que dans le même temps, nous avons un socle aujourd'hui de l'administration territoriale qui est en place. Qui consiste aujourd'hui à nommer des préfets, des sous-préfets, etc. Voilà, il y a un socle. Il y a un socle de l'administration territoriale sur le terrain, il y a un mouvement qui se fait, il y a une formation qui est en cours, etc. Voilà la situation, voilà la perspective qu'on donne au pays aujourd'hui. Oui. Ça, il faut le dire. Sauf qu'à court terme, ça ne répond pas à ce qu'il faut faire tout de suite pour protéger les populations qui, au quotidien, sont exposées à la violence de ces groupes. La protection dans l'immédiat est concédée à la MINUSCA. Nous sommes en train de reconstruire. Nous sommes dans une économie, d'aller dire, de récupération. Nous sommes en train de récupérer le pays aujourd'hui. À la fois dans une récupération et un relèvement. C'est ça qu'il faut faire entendre. Vous connaissez votre pays, la Centrafrique. Naturellement. La MINUSCA n'est pas dans les villages, ne protège pas les villageois qui sont à oui, mais je veux dire qu'on ne tue pas tous les jours, etc. Je veux dire que voilà, il y a des groupes armés. Mais sachez bien que s'il y a des groupes armés, parce que dans les zones, généralement, on fait croire que le territoire est occupé, ce qui est faux. Je vais vous dire que nous avons 16 préfectures, il y a 16 préfets aujourd'hui. Nous dit on ne tue pas tous les jours. Ne dites pas aux gens que le pays est occupé. Il y a 16 préfets aujourd'hui. 65 sous-préfets qui sont en cours de déploiement, aussi en cours d'installation. C'est une situation qui donne une perspective au pays. Vous ne pouvez pas nier ça. C'est une vérité, ça. Je suis venu vous le dire, ça. Monsieur Adjanadi, il faut que la communauté comprenne cette situation. On ne tue pas tous les jours en Centrafrique. Je pense que c'est un peu se moquer quand même. Non, je ne suis pas en train. Moi, je ne suis pas dans ce schéma-là qui consiste à. Ce que je vous dis là, il va falloir mettre en face des arguments qui sont opposables. Ce n'est pas de développer un discours.
de faire un brassage intellectuel pour dire que voilà, c'est non, pas du tout. Moi, je veux qu'en face, qu'on me dise quelles sont les actions à faire. Quelles sont les actions qu'ils vont faire. Je veux dire, voilà, c'est ça le problème. En gros, le discours, il est inopposable aujourd'hui à n'importe qui parce que là, c'est une situation qui évolue aussi dans le pays. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. On ne tue pas tous les... Monsieur je sais, vous allez répondre à ça tout à l'heure. Monsieur le ministre, ce qu'il y a de positif, mais de positif dans votre passé, dans votre parcours, c'est que vous avez toujours renoncé à la violence aveugle. Vous avez été rebelle, certes, mais vous avez toujours renoncé à la violence aveugle. Vous avez été en rébellion contre François Bozizé. Moi, je vous pose directement la question. L'ancien président François Bozizé, tout comme Michel Djotodia, ont-ils aujourd'hui un rôle à jouer dans la sécurisation de votre pays? Si oui, lequel? Comment l'envisagez-vous? Tout d'abord, c'est des Centrafricains qui ont géré le pays à un niveau très élevé et que je pense que les deux anciens chefs de l'État ont leur rôle à jouer et c'est des fils du pays qui peuvent apporter leur contribution dans le cadre de la réconciliation nationale et pour désarmer la crise en tant que telle. Dans quel creuset l'imaginez-vous? Je l'ai dit tout à l'heure, Noureddine Adam dit « Mes hommes ne désarment pas tant qu'il n'y a pas un dialogue national inclusif ». Il faut quoi? Convoquer là maintenant un dialogue national, inviter Michel Djotodia et François Bozizé comme les autres Centrafricains qui sont à l'exil pour qu'ensemble vous envisagez, vous jetiez les bases d'un nouveau départ, notamment sur le plan sécuritaire. C'est comme ça qu'il faut l'envisager? De toutes les façons, moi je vous ai dit que c'est des Centrafricains. Et qui ont encore leur rôle à jouer. Qui ont des rôles à jouer. Et c'est des gens qui connaissent l'histoire de ce pays. Ce n'est pas à moi de demander à ce que le président Bozizé doit rentrer à Bangui, que le président de Ils exercent encore aujourd'hui, de là où ils sont, de l'influence sur certains éléments ou sur certains groupes armés dans votre pays aujourd'hui. Mais le président du FPRC, c'est Michel Djotodia, puisque Noureddine Adam signe en tant que vice-président, n'est-ce pas? L'ancien chef de l'État, le général Bozizé, c'est un ancien, d'abord c'est un officier général qui a eu à faire son parcours dans l'armée. Et vous savez ce qui est arrivé après le départ du président Bozizé, vous savez ce qui est arrivé dans le pays et tout. Donc moi, ce que je veux tout simplement dire, c'est que le gouvernement centrafricain, avec la MINUSCA, ils ont un système de travail de manière à ce que nous puissions aller à une sortie de crise apaisée. Apaisée. Voilà. D'accord. Il a dit, Vladimir Montero, le porte-parole de la MINUSCA que nous avons suivi tout à l'heure, l'a dit, la solution en Centrafrique est politique. Monsieur Togbé, je voulais d'abord, pour répondre à cette question, très rapidement, dire la gravité, c'est-à-dire soulever la gravité de ce que le coordonnateur Europe de la majorité présidentielle vient de soulever, qu'on ne tue pas tous les jours en Centrafrique. Je lui rappelle simplement qu'il y a 693 932 Centrafricains qui croupissent dans les bâches, dans les camps de déplacés. 500 000 sont en dehors de leur pays et que tous les jours, il y a des gens qui meurent dans leur âme, dans leur corps. La peur, l'effroi, des armes, tous les territoires. Moi, je me suis rendu dans beaucoup de provinces et il va falloir qu'il rectifie cela. Et si c'est ça la mentalité, ou bien la conception même de la gravité de la situation de la crise, qu'on soit et le pouvoir et le régime en place, je pense qu'on est loin du compte pour la simple raison que l'armée ne se forme pas en 2 ans. Leur contingent, les 1000, les 500 là, moi je sais qu'ils ne seront même pas opérationnels avant 5 ans. Et ça, c'est la triste réalité. Votre pays... Je n'ai pas nié la réalité. La solution n'est pas que politique. La solution n'est pas que politique. Oui. Je l'ai dit ici pour conclure. Ils se sont trompés sur tous les fronts. La solution est d'abord, comme je vous l'ai dit, la justice transitionnelle. Mettre en avant la population parce qu'on a toujours écarté la population. Ce schéma-là, la société, ce schéma de la transition et qui est dépassé. Ministre Kokate, malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais nous reviendrons sur la situation de votre pays. Roger Andjalandi, coordonnateur en Europe de la majorité présidentielle. Merci à vous également. On ne peut que compter sur le génie centrafricain pour trouver des solutions centrafricaines aux problèmes centrafricains. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Fin, mesdames et messieurs de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.